Je vous propose qu'on reprenne le fil de nos présentations. On va aborder maintenant une session sur la présentation des systèmes de certification. Comment cela fonctionne? On a vu les principes généraux de la certification. Maintenant, on va voir les principes particuliers du fonctionnement de la certification forestière et quels sont les différents types de certification forestière qui existent et les différents systèmes proposés en fonction des différents types. Alors, tout d'abord, les spécificités, les fonctionnements du mécanisme de certification de gestion forestière. Quelques mots sur l'origine de ces initiatives et de cette certification dédiée à la gestion des forêts et à l'amélioration des pratiques dans la filière forêt-bois. Ça prend racine, en fait, dans les années 80. Il y a eu un peu une grande émotion qui a commencé à naître au niveau du sort des forêts, autour des questions de déforestation, de pollution, de pluies acides, désertification et autres. Donc il y a une émotion une prise de conscience en tout cas de l'importance des forêts. Et face à ces dangers, ces problèmes, ces menaces, il y a eu une sorte de réaction de boycott, notamment des bois tropicaux. Et on s'est rendu compte, en tout cas la société, les acteurs se sont rendus compte que le boycott d'un produit, en l'occurrence des bois tropicaux, n'était pas ce qui était de plus pertinent, puisque ça n'arrêtait pas de toute manière la déforestation, hein, ça n'empêchait pas la conversion vers d'autres usages. Ça impactait le développement de certains pays producteurs, notamment du Sud, dont l'économie est principalement basée sur l'activité forestière. Ça a poussé à se transférer vers l'utilisation d'autres matériaux qui ont une empreinte écologique très peu satisfaisante, type béton, aluminium et autres. Bref, ce n'était pas une solution. Et en parallèle, il y a eu une prise de conscience au niveau international, institutionnel, au niveau des gouvernements, de l'importance des forêts et de l'importance de bien les gérer. Et donc, cette prise de conscience à différents niveaux a vu naître deux types d'initiatives, des initiatives privées et volontaires, qui sont les certifications forestières, et des initiatives plus institutionnelles, basées sur des politiques et des réglementations, qui ont un impact sur le marché pour pousser à une gestion durable des forêts ou à la lutte contre l'exploitation illégale des bois. Donc on voit ici une petite chronologie, hein. Les premiers vrais événements qui ont pris en compte la gestion des forêts, c'est dans les années 90 avec le sommet de la Terre de Rio, peu de temps après la création donc, du FSC, quelques années après encore la création du PEFC, donc les deux principaux systèmes de certification de gestion durable des forêts. Et puis dans les années 2000, ce sont les premières initiatives institutionnelles telles que le FLECT, qui ont conduit à la première émission d'autorisation FLECT en 2016 en Indonésie. Donc la certification forestière, elle trouve ses racines dans le concept du développement durable. C'est un outil qui se veut traiter de cet équilibre à atteindre entre ce qui est économiquement viable, ce qui est socialement profitable et ce qui est environnementalement responsable. La certification forestière, c'est un outil qui permet d'une part d'exploiter les forêts, donc d'utiliser la ressource forestière, mais de façon responsable en maintenant les forêts, et qui s'appuie sur les marchés, c'est-à-dire que c'est le marché qui va pousser et orienter la façon dont on veut gérer les forêts par les actes d'achat, et pour cela, la certification forestière va développer des mécanismes qui vont aider le consommateur à identifier le bois qui vient d'une forêt qui a été bien gérée et évaluée. Donc l'objectif global de la certification forestière, qu'elle soit pour attester de la légalité ou de la durabilité, c'est bien d'attester une qualité de gestion, la qualité de la gestion qui est pratiquée au niveau de la forêt, et de pouvoir en informer le consommateur final pour qu'il puisse choisir les bons produits. Donc, attester de la qualité, c'est soit une gestion forestière de niveau légal, ou alors d'attester d'une qualité de gestion forestière de niveau durable, qui est le niveau supérieur. Et donc, ça passe par des audits des activités forestières à l'origine, à la source, donc au niveau des forêts. Et ensuite, le moyen pour arriver à ce que
le consommateur ou l'utilisateur final utilise ces produits, c'est de relier cette certification au long de la chaîne d'approvisionnement grâce à des audits des entreprises qui vont acheter et vendre des produits certifiés et venant d'une forêt certifiée, et l'utilisation d'un label qui permettra à l'utilisateur, au consommateur, d'identifier le produit certifié. Donc, très concrètement, qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que la certification forestière se repose sur deux types de certifications. Une certification au niveau de la forêt qu'on appelle la certification de gestion forestière, qui certifie les forêts. Donc, l'entité forestière détient un certificat qui lui permet ensuite de vendre des produits certifiés. Et ensuite, tout au long de la chaîne de transformation, de négoce et autres, jusqu'à un produit fini, chaque maillon devra être certifié pour pouvoir proposer un produit certifié. Et à la fin, le consommateur, alors là c'est un schéma très simplifié, peut donc dans son magasin identifier un produit dont il peut avoir la garantie qu'il vient d'une forêt qui a été certifiée. Si on prend le premier type de certification qu'il y a dans un système de gestion forestière, c'est la certification au niveau de la forêt, ce qu'on appelle communément la certification FM, comme Forest Management. Donc, qui est concerné par cette certification? Ce sont les gestionnaires forestiers, tels que les propriétaires ou les gestionnaires, les experts forestiers. Ce sont aussi les exploitants quand ils sont responsables de la gestion de la forêt. Ça peut être des associations ou autres. En tout cas, ce sont tous ceux qui sont en charge d'une forêt. Le moyen pour cette certification, c'est d'auditer sur le terrain, d'auditer et de vérifier la conformité aux exigences d'un standard de gestion forestière. Donc, il y a un standard spécifique aux activités forestières. Ces standards, ils comportent un éventail d'exigences qui portent aussi bien sur les aspects économiques, sociaux et environnementaux, et bien sûr techniques liés à la gestion forestière. Bien souvent, ces standards sont structurés sous la forme de principes, critères, indicateurs qui sont en fait des niveaux de plus en plus opérationnels d'exigence. Alors, petit aperçu des standards de gestion forestière. Il y a donc les standards de gestion légale des forêts, et puis il y a les standards de gestion durable. Ce petit tableau, ce petit schéma, il a pour but de vous présenter ce que contient très généralement un standard de gestion forestière, que ce soit un standard FSC, PEFC, OLB, TLV, etc. Voilà ce qu'on retrouve globalement dans tous ces standards. Dans les standards de certification d'égalité, évidemment, le cœur de cette certification, c'est de vérifier la légalité. Donc, on retrouve des exigences de respect de la réglementation nationale. Les certifications de légalité s'appliquent à la vérification du cadre réglementaire national des opérations forestières. On va auditer au Cameroun selon la réglementation camerounaise et non pas selon la réglementation française. Donc, les thématiques, c'est l'existence légale de l'entreprise, droit d'accès à la ressource, tout ce qui est paiement, impôts, taxes, tout ce qui concerne le transport et la vente, la légalité des opérations de gestion et d'exploitation forestière, ce qui existe en termes de réglementation environnementale, droit des travailleurs, droit des tiers et communautés locales. Au sein d'un standard de légalité, il y a aussi tous les aspects de traçabilité des produits forestiers. Il y a bien souvent des exigences en termes de contrôle des activités illégales qui sont effectuées par des tiers, c'est-à-dire une entreprise forestière qui a des pénétrations de coupeurs de bois illégaux. Elle est tenue de surveiller et de limiter ses activités, même si ce n'est pas de sa responsabilité. Elle est tenue de les identifier, de voir avec les autorités locales comment les diminuer. Et bien, de temps en temps, on trouve aussi des exigences de gestion, de système de gestion, c'est-à-dire comment l'entreprise doit s'organiser pour pouvoir être capable de répondre et de se mettre en conformité au travers d'une organisation, de procédures, de responsabilités, de formation de son personnel. Ça, c'est ce qu'on retrouve de base dans un standard de certification de légalité forestière. Dans un standard de gestion durable, en fait, on se rend compte qu'on retrouve à minima, évidemment, ce qu'on trouve dans les certifications de légalité, et que pour la partie purement vérification conformité légale, ça représente en général la base
minimum d'une certification de gestion durable, c'est bien de se conformer aux réglementations nationales. Donc, on trouve au minimum dans les standards de gestion durable tout ce qui concerne la légalité. Et on trouve d'autres exigences qui vont plus loin que la simple légalité. C'est tout ce qui concerne les conditions de vie et de travail des employés et des ayants droit. Tout ce qui concerne le plan de gestion qui doit aller au-delà de la simple légalité si la réglementation n'est pas considérée comme suffisante pour assurer une durabilité de la ressource. Tout ce qui concerne la réduction des risques de dommages causés aux forêts au travers des opérations forestières, la réduction des impacts environnementaux et sociaux, le développement la participation au développement local et les bonnes relations avec les communautés riveraines, etc. Donc, la gestion durable, c'est la légalité plus d'autres exigences pour aller plus loin. Donc, quelques commentaires sur les différences entre ces deux types de standards. Concernant la certification de légalité, ce qu'il faut savoir, c'est que ce qui est important de retenir sur les certifications de légalité qui existent aujourd'hui, habituellement, ces normes, leurs standards, couvrent les 5 domaines de légalité du RBIE. Chloé vous les a rappelés précédemment. Le RBIE demande à ce que la vérification de la légalité se fasse sur 5 domaines. Le droit l'accès à la ressource, l'exploitation, les activités d'exploitation, tout ce qui est paiement des taxes, tout ce qui est transport et commerce, et tout ce qui est respect des droits des tiers. Ces thématiques-là, on les retrouve dans tous les systèmes de certification de légalité, et donc a fortiori aussi dans les systèmes de gestion durable, évidemment, puisque ça reprend les mêmes choses. Ce qui peut varier, c'est le niveau de détail. On le sait dans le RBIE, ces 5 thématiques de légalité, elles sont quand même très vagues. Il y a 5 thématiques, point, il n'y a rien derrière, il n'y a pas de détail. Chacun, après, chaque opérateur qui met en place sa diligence raisonnée, doit déterminer ce qu'on met derrière ces 5 thématiques légales. Globalement, les systèmes de certification de légalité, elles le couvrent. Ce qui va changer, c'est peut-être le niveau de détail au niveau du standard, et après le niveau de vérification sur le terrain, mais les 5 thématiques sont globales, elles sont couvertes. Dans les certifications de légalité aussi, quelque chose qu'il faut prendre en compte, c'est que le niveau d'exigence va dépendre du niveau d'exigence des cadres réglementaires nationaux. On va dépendre de ce que proposent les lois. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que dans la pratique, déjà, il y a des standards de gestion, de certification de légalité qui se couvrent sur certaines exigences qui vont plus loin que les réglementations, parfois. Les certifications de légalité souvent prévoient des dispositions pour pallier au cas de cadres réglementaires qui seraient vraiment très très faibles. Et puis dans la pratique, bien souvent les audits qui sont pratiqués, les vérifications, les évaluations qui sont faites au niveau des audits vont souvent, surtout dans les pays à faible gouvernance, au-delà de ce qui pourrait être fait en termes de contrôle. Parce qu'on peut aussi se retrouver dans des situations de pays où le cadre réglementaire est assez conséquent, assez bien structuré et comporte suffisamment d'exigences, mais les contrôles ne sont pas faits. Et les vérifications qui sont faites par les auditeurs vont en général bien au-delà de ce qui peut être fait par des contrôles réglementaires. Concernant la certification et les standards de gestion durable, comme on l'a dit, la première des règles d'une norme de gestion forestière durable, c'est de se conformer aux lois et réglementations nationales. Dans les systèmes de certification qui existent, dans le FSC, c'est tout simplement le premier principe. Premier principe, on se conforme aux lois et réglementations nationales. Dans le PEFC, ça fait partie des orientations qui sont obligatoires quand un système national doit se développer et développer son standard. Et toutes les autres exigences du standard de gestion durable, elles sont de toute manière aussi évaluées avec le prisme de la légalité, c'est-à-dire que ces exigences en général vont au-delà de ce que disent les lois, mais en tout cas, il ne faut pas qu'elles aillent, la façon dont elles sont mises en place dans l'entreprise, il ne faut pas que ça aille à l'encontre des réglementations. Donc la notion de réglementation et de respect de la réglementation, elle est toujours très présente lors des audits et dans le cadre de la certification. Et une petite remarque, c'est que bien souvent, finalement, la couverture légale est moins détaillée dans les référentiels de gestion durable, puisque c'est un principe parmi tant d'autres,
Alors que dans les référentiels de gestion légale, de légalité forestière, étant donné que c'est le cœur, c'est l'objectif même de cette certification, elles peuvent être plus détaillées. Mais ça ne signifie pas qu'en réalité, l'évaluation, qu'elle soit dans le cadre d'une certification de légalité ou dans le cadre d'une certification de gestion durable, l'évaluation du niveau de conformité légale sera aussi poussée dans l'un comme dans l'autre. Ça, c'était pour la partie gestion forestière. Donc, c'est la certification qui se fait vraiment le plus en amont, dans le premier maillon de la chaîne. Donc, je m'adresse aux opérateurs qui importent du bois. Vous pouvez être parfois en lien direct avec un opérateur forestier. C'est dans le cadre où vous vous approvisionnez en grumes, puisque c'est le premier niveau de transformation du produit forestier. En revanche, dès qu'il y aura d'autres intermédiaires entre la forêt et vous, il va s'agir de la certification de chaîne de contrôle, c'est-à-dire la certification qui concerne les intervenants entre la forêt et vous en tant qu'importateur. Donc l'objectif de la chaîne de contrôle, c'est la deuxième certification qui existe dans la certification forestière, c'est bien de garantir que le bois ou les fibres de bois ou les produits forestiers non ligneux qui sont contenus dans un produit ou une ligne de produit proviennent bien de forêts certifiées. Comme on l'a vu dans mon petit schéma précédent, ça signifie que toutes les entités de la chaîne d'approvisionnement doivent être certifiées chaîne de contrôle. Et cela vaut aussi pour des entreprises de négoce sans prise en charge physique du produit. Il y a des négociants, un négociant qui est basé en France, qui va acheter du bois au Cameroun, qui va faire livrer au Royaume-Uni, par exemple, qui ne verra jamais la matière. Le bois va passer d'un port à l'autre, de son fournisseur à son client, sans qu'il n'ait lui-même vu et stocké le produit bois. Bien, même pour ces entités-là, il faut qu'elles détiennent un certificat de chaîne de contrôle si elles veulent acheter du bois certifié et le vendre en tant que certifié. Qu'est-ce qu'on définit comme un maillon dans la chaîne de contrôle? C'est dès qu'il y a une action d'achat-vente, dès qu'on est propriétaire de la matière. Donc, dès qu'il y a une facture. La facture d'achat et la facture de vente, c'est les deux documents qui définissent le début d'un certificat de chaîne de contrôle et la fin d'un certificat de chaîne de contrôle. Alors, qui est concerné par la chaîne de contrôle? Un certificat de chaîne de contrôle, c'est toute entreprise de négoce ou de transformation du bois, de fibres de bois, qui achète du bois certifié et qui le revend. Donc, le moyen, c'est un audit au niveau de l'entreprise de négoce ou de transformation pour vérifier la conformité aux exigences d'une norme COC. Donc là, on parle d'un autre standard. On avait le standard pour la forêt, là, on a le standard pour la COC. Les normes de chaîne de contrôle qui existent dans les différents systèmes, la norme COC-FSC, la norme COC-PEFC, OLB, autres, elles ont la même approche. C'est quand même très similaire. Et on retrouve les exigences suivantes. On retrouve les méthodes de chaîne de contrôle, c'est-à-dire les méthodes de suivi de la matière certifiée dans l'entreprise, dans l'unité de production ou dans le négoce. Des exigences générales qui sont sur quel est le champ d'application, la définition d'un groupe de produits homogènes, le contrôle des approvisionnements, l'identification des entrées, des sorties, les contrôles de volume, les exigences en termes de vente et de livraison. Ça, on le trouve à peu près dans toutes les chaînes de contrôle. Parfois, des exigences relatives au système de gestion, tout ce qui concerne l'organisation de l'entreprise pour se conformer à la norme, c'est-à-dire tout ce qui est responsabilité, organisation, formation, procédure, enregistrement. Et quelque chose de très important, c'est les exigences pour les produits non certifiés. On va voir par la suite que des produits qui ne proviennent pas de forêts certifiées peuvent entrer dans une chaîne de produits certifiés. C'est ce qu'on appelle les sources contrôlées. Et enfin, évidemment, les exigences en matière de labellisation. La plupart des systèmes de certification permettent de labelliser les produits, mais il peut arriver que ce ne soit pas le cas. On va voir après. Un petit zoom sur les méthodes de chaîne de contrôle. Comment suivre la traçabilité des produits dans une entreprise de négoce ou de transformation? Il y a généralement 3 méthodes. Il y a la première méthode qui est ce qu'on appelle la méthode de séparation physique. C'est les flux de bois sont en permanence séparés. Les bois certifiés et les bois non certifiés ne se mélangent jamais, soit par une séparation dans le temps, soit par des séparations géographiques et de stockage à tout moment dans l'entreprise. À la fin,
cela fait des produits qui sont 100% certifiés. Ce sont les labels de certification FSC 100%, FSC PEFC totalement certifié. Ça, c'est l'idéal. C'était d'ailleurs l'essence même des certifications à l'origine. Mais étant donné que les certifications sont retrouvées confrontées d'abord parfois à des manques il n'y avait pas assez d'offres de produits certifiés, ou dans le cadre de processus de transformation un peu complexes, des nouvelles méthodes sont apparues par la suite pour permettre du mélange de bois. Alors, on va relativiser ce qu'on appelle le mélange. Il y a d'abord la notion de pourcentage de masse de flux de bois, c'est ce qu'on appelle souvent la méthode du crédit, c'est-à-dire que l'entreprise approvisionne une certaine quantité de bois certifié, mais également de bois non certifié mais contrôlé, on va y revenir, et elle s'octroie donc un crédit de masse, de volume potentiel en fonction de son rendement de production, qui peut être vendu en tant que certifié, c'est-à-dire que pendant la transformation, les bois vont être mélangés, mais à la fin, elle ne vend que l'équivalent volume qu'est-ce qu'elle a approvisionné en certifié. Sachant que dans le produit qui va être vendu en tant que certifié, il peut y avoir du matériel non certifié mais contrôlé, mais ce n'est pas identifiable. Et c'est là où on a les labels qu'on appelle mix, ou alors les labels bois issus de matières certifiées et contrôlées, puisqu'il y a eu du mélange. Troisième méthode, c'est la notion de pourcentage, c'est-à-dire qu'on vend des produits qui sont déjà, la matière est déjà mélangée entre des produits certifiés et des produits contrôlés, mais on connaît le pourcentage qui existe dans le produit, c'est-à-dire qu'on peut vendre une production totale, mais avec un certain pourcentage, et les différents systèmes ont des seuils de minimum de pourcentage. C'est-à-dire qu'on ne va pas trouver un produit avec 1% de produits certifiés. Enfin, un produit qui serait avec 1% de matière certifiée, ça n'aurait pas de sens. En général, les seuils, c'est 70%, mais il y a des subtilités. Concernant le bois que l'on mélange, donc on n'est plus dans du bois non certifié, là on est dans du bois dit contrôlé, control wood, c'est le terme générique, c'est FSC qui est le premier à en avoir parlé. Ce sont des bois qui ne proviennent pas de bois de forêts certifiées, mais qui sont vérifiés, qui sont contrôlés selon certaines exigences, qui ne sont pas du même niveau que le standard de gestion forestière auquel sont soumises les forêts qui se font certifier, mais qui vérifient, qui permettent de s'assurer d'un minimum pour ne pas que ces bois puissent porter à controverse. Et généralement, les exigences minimum, c'est la légalité, c'est pas d'OGM, c'est pas de bois qui proviennent de forêts où il y aurait des hautes valeurs de conservation, et de bois qui proviendraient de forêts où il y aurait des violations des droits civils. Donc, c'est quand même c'est un niveau de vérification qui est quand même un peu supérieur. Et cette vérification, en général, elle est faite par l'entreprise elle-même. L'entreprise qui approvisionne du bois qui ne vient pas de forêt certifiée va être tenue de mener cette vérification selon une approche de diligence raisonnée. Donc, on a la même approche que ce qu'on fait dans le cadre du RPIE, on va y venir par la suite, mais elle a cette même approche de vérifier son fournisseur pour vérifier que son bois ne porte pas à controverse et répond à un certain minimum d'exigences. Et cette vérification, elle sera auditée lors de l'audit chaîne de contrôle. D'accord ? Donc, ce qui est très important à retenir de tout ça, c'est que d'une part, une entreprise qui est certifiée chaîne de contrôle, donc votre fournisseur, votre usine, votre scierie qui vous fournit, votre négociant qui vous fournit, il peut être certifié chaîne de contrôle, c'est-à-dire qu'il a la possibilité d'acheter du bois certifié et de vous en vendre, mais cela ne signifie pas que tous les produits qu'il va vendre sont certifiés. Il peut très bien ne vendre que 10% de sa production qui sera certifiée, puisqu'il ne trouve que 10% de matières premières certifiées. Donc ça, c'est la première des choses. Il peut y avoir des produits dans lesquels il y a du bois contrôlé, mais qui ne vient pas de forêt certifiée. Donc c'est là où il faut reconnaître les différents labels et les différentes mentions de certification qui sont apposées sur les factures et les produits que vous recevez. Et ce qu'il faut savoir, c'est que du coup, l'auditeur, dans une entreprise chaîne de contrôle, il va se focaliser sur le flux de bois certifié et les procédures qui sont dédiées au flux de bois certifié.
Donc, il ne va pas vérifier le bois qui est non certifié et qui ne rentre pas dans une production de bois certifié. D'accord ? En revanche, quand vous faites appel à une entreprise qui est certifiée chaîne de contrôle et que vous vous approvisionnez en bois certifié de cette entreprise, vous avez la garantie, avec toutes les limites qu'il peut y avoir dans tout système de vérification, mais c'est pas mieux quand on fait une diligence raisonnée personnelle et individuelle. Vous pouvez avoir la garantie que le bois certifié qui vous est vendu provient bien d'une forêt certifiée. Les procédures d'audit de chaîne de contrôle et les méthodes d'audit qu'on fait en chaîne de contrôle permettent d'assurer au moins que pour les produits certifiés et qui sont vendus comme certifiés, la traçabilité a bien été établie. Ce qu'il faut aussi savoir, c'est que la chaîne de contrôle, elle s'inscrit donc dans une chaîne d'approvisionnement qui peut être très compliquée. Ce schéma a juste pour but de montrer que les origines des approvisionnements peuvent être diverses, les types d'approvisionnement peuvent être aussi différenciés. Il y a des approvisionnements certifiés, des approvisionnements non certifiés, des approvisionnements qui sont contrôlés, et des approvisionnements qui sont même recyclés, qui vont donner lieu à une multitude de mentions de certification en sortie de process. Il peut y avoir des industries qui sont compliquées, avec des produits qui sont assemblés, avec différentes matières d'origine et différents composants. Donc, la chaîne d'approvisionnement peut devenir très compliquée. La certification peut vous apporter la garantie qu'au niveau de l'entreprise, la traçabilité des produits certifiés est assurée. En revanche, la certification ne vous évite pas de devoir faire, la cartographie de votre chaîne d'approvisionnement, surtout quand le bois provient d'un pays à haut risque. La certification de chaîne de contrôle vous apporte aussi la garantie du pays d'origine. Ça, c'est une obligation des systèmes de certification de retracer le pays d'origine. Mais la certification ne va pas, la certification de chaîne de contrôle, il n'y a pas d'obligation de tracer les différents intervenants. La certification se base sur le fait que chaque maillon étant certifié, la vérification de l'approvisionnement chez des fournisseurs certifiés est acquise et vérifiée et valide, mais il n'y a pas d'obligation de tracer le nom de tous les intervenants dans la chaîne d'approvisionnement. Donc, voilà, il faut bien mesurer ce que peut vous apporter la certification de chaîne de contrôle comme garantie. Quelques précisions également, je l'ai un petit peu abordé. On parle beaucoup de diligence raisonnée, puisque c'est le but de notre session aujourd'hui, c'est de vous présenter l'usage de la certification dans le cadre de la diligence raisonnée qui est requise par le RBE. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que la diligence raisonnée, c'est un élément qui peut être utilisé dans les systèmes de certification. En fait, pour cela, il faut bien avoir en tête que la diligence raisonnée, c'est une approche. Ce n'est pas un concept qui est une propriété de RBE. Ce n'est pas le RBE qui a défini ce que c'est que la diligence raisonnée et qui est unique utilisateur de ce concept, de cette approche. C'est une méthode, la diligence raisonnée, et c'est utilisé, on va le voir par la suite, dans plein de situations. Et c'est pour éviter d'être confus par rapport à ça. Première utilisation, c'est celle qui nous concerne, c'est l'utilisation de la diligence raisonnée pour se conformer au RBE. Donc, un opérateur qui place du bois sur le marché doit exercer sa diligence raisonnée jusqu'à la forêt si nécessaire pour vérifier que l'origine de son bois et qu'il vient d'une forêt qui a été gérée en toute légalité. Ça, c'est celui que vous connaissez. Mais il faut savoir aussi, et je l'ai dit tout à l'heure, quand une entreprise de transformation approvisionne du bois qui ne vient pas d'une forêt certifiée, il doit vérifier un certain nombre d'exigences et il le fait au travers d'une approche de diligence raisonnée. Les systèmes FSC, chaîne de contrôle, et PEFC, chaîne de contrôle, dans leurs exigences de vérification des fournisseurs pour les produits non certifiés, se reposent sur l'approche de la diligence raisonnée, c'est-à-dire collecter l'information, analyser les risques, réduire le risque. C'est une approche qu'on retrouve aussi dans les systèmes de certification de chaîne de contrôle. La diligence raisonnée, on a aussi des organismes qui s'appellent les organismes de contrôle, qui sont des organismes accrédités par l'Union européenne dans le cadre du RBE pour aider les opérateurs à mettre en œuvre leur diligence raisonnée. En France, c'est le cas par exemple de la LCB, le commerce du bois, a développé sa propre diligence raisonnée et la donne à disposition de ses membres pour les aider à mettre en place, à se conformer au RBE. Il y a aussi d'autres organismes comme Preferred by Nature, Bureau Veritas ou autres, qui aussi sont des organismes de contrôle agréés et qui peuvent proposer un système de diligence raisonnée pour aider les opérateurs. Donc,
il y a des diligences raisonnées qui sont proposées par des organismes de contrôle. À noter que l'opérateur reste seul responsable de sa mise en œuvre. Ce sont des outils qui sont proposés par ces organismes pour aider, mais c'est l'opérateur qui en reste responsable. Et d'une façon générale, dans n'importe quelle chaîne d'approvisionnement, des entreprises peuvent faire de la diligence raisonnée sans en avoir l'air. Quand on veut, je ne sais pas, par exemple, vérifier la qualité d'un produit, eh bien, un client va se renseigner auprès de son fournisseur, lui demander des informations, peut-être vérifier le processus de fabrication, etc. C'est la diligence raisonnée. Donc, la diligence raisonnée, c'est vraiment un concept qui peut s'appliquer dès qu'on veut faire une évaluation et s'assurer de une garantie sur un sujet particulier. Et alors, dernier point, il y a aussi des entreprises qui peuvent décider de mettre en place un mécanisme de diligence raisonnée et qui souhaitent faire certifier leur approche de diligence raisonnée. Il existe des certifications qui certifient la performance du système de diligence raisonnée. C'est le cas du Legal Source ou du TLV, par exemple. Ce qu'il faut aussi retenir, c'est que quel que soit l'usage qu'on peut faire de la diligence raisonnée et dans quel cadre on l'utilise, il y a une chose qui est sûre, c'est qu'il n'existe pas un certificat RBUE. Il existe une certification qui peut attester d'une diligence raisonnée mise en place par l'entreprise. Il peut exister des certifications qui attestent de la légalité au niveau de la forêt, qui attestent de la traçabilité au niveau des entreprises de transformation, mais il n'existe pas de certificat RBUE. On insiste là-dessus parce qu'on a eu des retours d'expérience d'opérateurs qui ont reçu des certificats RBUE. Ça n'existe pas. Il n'y a pas de certification RBUE. Alors, un petit aperçu des systèmes de certification forestière et leurs spécificités. Tout d'abord, ce tableau pour présenter un peu où se situent les différentes initiatives d'outils pour promouvoir la gestion durable et la légalité. On a sur la partie gauche toutes les démarches qui sont volontaires. Ce sont tous les systèmes de certification, qu'elles soient légales, qu'elles soient durables, donc c'est ce qui concerne le haut, et qu'elles soient légales. Et sur la partie droite, c'est les outils plutôt réglementaires qui sont donc obligatoires. Et c'est là où on peut retrouver dans la partie réglementaire et liée à la légalité toutes les initiatives type FLEGT, plan d'action FLEGT, donc le RBUE, les APV, mais également le Lacey Act aux États-Unis, la loi australienne sur l'interdiction d'exploitation illégale des bois, etc. En termes de démarches obligatoires et réglementaires concernant plutôt la durabilité, on peut citer le CITES, qui s'adresse plutôt à la durabilité des essences. Mais voilà, c'est bien de situer qu'il y a des outils réglementaires, des outils volontaires et privés, qui peuvent gérer aussi bien des questions de durabilité que des questions de légalité. Alors, on peut être un peu perdu dans les systèmes de certification qui existent au niveau de la forêt. Ça, c'est un petit tableau un peu pour remettre les choses un peu au clair. En termes de systèmes de certification de gestion durable, il y en a deux au niveau international, c'est FSC et PEFC, avec une subtilité chez PEFC qui reconnaît des systèmes nationaux. Donc, vous pouvez aussi voir ces systèmes-là, qui, eux, sont actifs à un niveau national ou régional. Par exemple, le SFI au Canada et aux États-Unis, le CERFLOR au Brésil, le MTCC en Malaisie. Mais ce sont des systèmes nationaux qui sont reconnus par le PEFC, c'est-à-dire qu'une entreprise qui est certifiée SFI peut vendre ses produits avec le logo PEFC. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'au niveau international, il y en a deux. En termes de système de vérification de la légalité des bois, voilà ceux les plus connus. Le Legal Source de Preferred by Nature, l'OLB de Bureau Veritas, le TLV de Control Union, et il existe le Legal Harvest de SCS. Personnellement, je ne l'ai jamais rencontré, mais je sais que c'est un système qui existe plutôt au niveau nord-américain. Après, vous pouvez trouver une florilège d'autres labels, logos, etc., qui ne sont pas des systèmes de certification forestière. GFS, c'est quelque chose qu'on nous a remonté. Ce n'est pas une certification, c'est une sorte de bureau d'études qui propose un accompagnement à la certification, mais ce n'est pas un système de certification. Il y a eu, à un moment donné, SGS Verified. SGS a proposé une certification d'égalité, mais elle l'a arrêté. Donc aujourd'hui, il n'y a plus de certification d'égalité selon SGS. Vous pouvez avoir le carbone neutral de Preferred by Nature. Ce n'est pas une certification de légalité ou de gestion durable des forêts. Il y a d'autres systèmes, Rainforest Alliance, CureOut, SBP, etc.
ne sont pas des systèmes de gestion légale ou durable des forêts. Un petit aperçu de ce que couvrent les garanties de ces systèmes de certification et de ces outils institutionnels. On a ici cette frise du niveau de garantie. On part de pas de garantie à une garantie totale jusqu'au niveau de la gestion durable des forêts, en passant par des informations sur l'origine du bois, des informations sur la légalité, la certification, donc avec une vérification tierce partie de la légalité, et bien sûr la certification gestion durable. Et ici, ça vous donne en fait le champ, le périmètre de couverture de ces garanties des différents systèmes. FSC, PEFC, évidemment, ça couvre la totalité puisqu'on va jusqu'à la gestion durable. Les certifications de légalité OLB, TLV, Legal Source, elles couvrent la certification de la légalité, c'est-à-dire qu'elles vérifient la légalité, la conformité légale des entreprises au niveau de la forêt. Le FSC Control Wood ou le PEFC Due Diligence System, c'est-à-dire les exigences du PEFC ou du FSC en termes de vérification de la matière non certifiée qui rentre dans une production certifiée, s'arrête à ce niveau-là, puisqu'il n'y a pas de vérification tierce partie, puisque c'est une approche faite par l'entreprise elle-même. De même que pour le RBE, la diligence raisonnée du RBE, ça peut s'arrêter là, ça peut aller très loin. Ça dépend du niveau qu'on va mettre dans sa diligence raisonnée. Et enfin, les APV FLECT, eux, vont donner des informations sur la légalité, mais il n'y aura pas eu de vérification tierce partie. Voilà un peu pour le degré de couverture. Et pour aussi bien comprendre qu'on pourrait croire, on a souvent entendu, oui, mais la certification de légalité, ça vaut plus que la certification de gestion durable, parce que c'est ciblé sur la légalité. Non, la certification de légalité, ça vaut autant qu'une certification de gestion durable sur la forêt, mais la certification de gestion durable va plus loin. Alors maintenant, quelques mots sur les systèmes eux-mêmes. Je ne vais pas trop m'apesantir. Il y a le FSC, le FSC, donc gestion forestière durable, premier système de certification de gestion durable en 1994 à Oaxaca. C'est une organisation indépendante qui a défini sa norme de gestion forestière, ses principes et critères de gestion forestière qui sont applicables au niveau international et qui doivent être adaptés au niveau des indicateurs au contexte nationaux. D'accord ? Mais la structure de base, elle est identique pour toutes les évaluations de forêt sur la base de ces principes et critères. Je vous ai présenté ici les 10 principes du FSC, qui sont donc les principes, eux, qui s'appliquent à la gestion forestière. Je vous ai mis ici en évidence le fait que le premier principe chez FSC au niveau de la forêt, c'est de respecter les lois. C'est une base. Et puis après, vous voyez tous les autres grands principes qui tournent autour de la vérification des maintiens, des maintiens écologiques, environnementaux, économiques, sociaux, à ce niveau-là. Quelques informations, quelques données sur le FSC. Aujourd'hui, FSC, c'est plus de 220 000 hectares certifiés, plus de 46 000 certificats de chaîne de contrôle, avec une présence particulièrement dans la partie hémisphère nord. Comme on peut le voir, moins dans les pays tropicaux, alors que c'était un peu l'origine et le but de ces certifications. Je passe au PEFC pour juste aborder la différence. C'est aussi un organisme international à but non lucratif qui a été créé pour promouvoir la gestion forestière, qui est aussi organisé en 3 chambres économiques, environnementales et sociales au niveau de sa gouvernance. Ce qui est important à noter chez PEFC, c'est qu'il a une approche un peu différente du FSC, puisque c'est une organisation ombrelle qui reconnaît, qui approuve des systèmes nationaux. C'est la différence avec FSC qui, lui, est un système unique, qui donne ses règles. Le PEFC, lui, a une approche, on va le voir par la suite, plutôt ascendante, c'est-à-dire qui vient des contextes nationaux. Et pour donner une certaine harmonisation quand même, une certaine consistance et harmonisation à son approche internationale, le FSC a développé ce qu'il appelle le benchmark, la référence FSC de gestion durable des forêts, c'est-à-dire les orientations et le minimum requis que doit contenir un standard qui serait développé à un niveau national, pour qu'il y ait quand même une homogénéité dans le niveau d'évaluation qui est fait au niveau des forêts. Voilà les grandes lignes de ce qui est obligatoire, de ce qui est obligatoire dans un référentiel national. C'est les guidelines, le benchmark de PEFC au niveau des gestions forestières.
Voilà les points qui doivent apparaître dans un standard national. On retrouve ici les exigences de conformité légale, ça c'est également un prérequis. Ici, on retrouve les exigences plutôt opérationnelles, on va dire, au niveau de la forêt, qui sont ancrées dans la catégorie opérationnelle. Mais on retrouve à chaque fois les mêmes grandes thématiques. La viabilité économique, la viabilité, le maintien écologique et la diminution des impacts environnementaux. On retrouve ça globalement dans chacun des systèmes, exprimé différemment, avec plus ou moins peut-être des aspects qui sont un peu plus renforcés chez l'un et d'autres chez l'autre, mais on retrouve toutes ces thématiques. Quelques chiffres, donc PEFC, c'est plus de 320 000 hectares certifiés, ce qui fait donc une surface cumulée de 550, ce qui ferait une surface cumulée avec le FSC de 550 000 hectares certifiés, mais ce qui n'est pas tout à fait vrai, parce qu'il y a des surfaces qui sont doublement certifiées. Et il y a plus de 12 000 certificats de chaîne de contrôle dans le monde. Je reprends ici la différence d'approche entre FSC et PEFC. FSC a une approche descendante, c'est-à-dire qu'elle fixe le principe et les critères de base de la gestion forestière et l'adaptation est faite au niveau local par consensus, mais il n'y a pas d'obligation d'avoir une initiative nationale. En revanche, le PEFC donne des règles, mais sans en fixer des principes fixes, donne des règles de ce que doit contenir un référentiel national, mais la création, elle, se fait depuis au niveau national par l'intermédiaire d'une initiative nationale qui est obligatoire. Après, le système et le standard qui est proposé par l'initiative nationale passe au travers d'un système d'évaluation rigoureux au niveau du PEFC pour, encore une fois, assurer une homogénéité, une consistance aux différents systèmes qui sont approuvés. Mais voilà, il y a deux approches un peu différentes, c'est intéressant d'avoir ça en tête. Les systèmes de légalité, 3 systèmes principaux que l'on trouve notamment sur le bassin du Congo. L'OLB, développé par Bureau Veritas, qui atteste de la légalité des opérations forestières au niveau des forêts et de la chaîne de contrôle. Il y a 2 normes, une pour la partie forêt, une pour la partie chaîne de contrôle. Le TLV, qui est développé par Control Union, qui lui est une certification un peu 3 en 1, c'est-à-dire qu'elle permet de certifier aussi bien l'atténuation des risques, donc en fait qui certifie la diligence raisonnée, mais également la légalité des opérations forestières et la traçabilité du bois, donc la chaîne de contrôle. Il y a une norme générique qui est adaptée au niveau national, qui comporte 3 volets, évaluation du système de diligence raisonnée, évaluation des activités au niveau forêt, évaluation de la chaîne de contrôle. Il y a enfin le legal source qui, lui, n'est que une certification du système qui atteste en fait le système de diligence raisonnée mis en place par l'entreprise et sa capacité à atténuer le risque d'illégalité. On est moins dans une certification de légalité. Le système se définit lui-même comme n'étant pas une garantie de légalité, même si il y a des exigences liées à l'évaluation de la conformité légale des forêts. On est plus dans une évaluation de système de diligence raisonnée. Un tout petit dernier mot sur une petite confusion aussi qui peut arriver. Dans le cadre des APV, vous connaissez les accords de partenariat volontaire, qui sont ces accords signés entre l'Union européenne et un pays producteur de bois, et qui visent à améliorer la vérification de la légalité et à émettre des autorisations qui permettent à ce produit, couvert par une autorisation FLEGT, d'entrer dans le cadre du RBUE sans autre vérification supplémentaire. Aujourd'hui, il y a une dizaine 9 APV qui sont signés dans le monde. Il y en a un seul qui est opérationnel, c'est l'Indonésie. Donc, les produits en provenance d'Indonésie avec une autorisation FLEGT peuvent rentrer sur le marché européen sans contrôle supplémentaire. Les autres APV sont en cours de mise en œuvre. Et dans certains APV, notamment Cameroun et Congo, il est prévu un certificat de légalité qui est mis après la vérification de légalité. C'est une étape dans le système de vérification de la légalité de ces APV avant l'émission des autorisations FLEGT. Donc, ce n'est pas une garantie, en tout cas, ce n'est pas une garantie FLEGT, il faut faire attention parce qu'il y a encore après toute l'étape de vérification de légalité qui n'est pas garantie par ce certificat de légalité. Et ce n'est pas un certificat qui a été mis sur la base d'une vérification tierce partie. Donc, la valeur et ce que couvre ce certificat de légalité ne doit pas être confondu avec ce que couvrent les certificats de légalité délivrés dans le cadre des processus de certification privée. Donc, attention cette confusion qu'il peut y avoir, puisque c'est la même terminologie, certificat de légalité, il y en a dans le cadre de l'APV et il y a les certificats de légalité tierce partie, donc ce n'est pas tout à fait la même chose.
Voilà, c'était pour préciser cela. J'en ai fini, j'ai un peu trop parlé, je suis désolée. On va passer à la prochaine session.